Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est Délivrez-vous qui débarque chez vous. Délivrez-vous avec un concept qui a définitivement laissé les rails. Nous voici donc dans la rue, dans une rue quelque peu déserte, avec des invités qui sont incroyables, avec des invités qui vont vous faire un relevé de leur lecture pour cette année 2018. Merci d'être avec nous, le temps de votre première respiration. Allez, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Je suis donc démesurément entouré d'invités. J'ai à ma droite Arnaud Dandroit. Arnaud Dandroit qui est criminologue, qui est belge. Il va peut-être recevoir des blagues très franco-belges au cours de cette émission qui est avec nous. Bonsoir Arnaud, bienvenue à Délivrez-vous. Bonsoir D'Angelo, merci de ton invitation. Alors, nous allons également recevoir Elisabeth Pierre-Louis. Elisabeth Pierre-Louis qui est vraiment une grande lectrice qui participe de la direction de la Focale. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir D'Angelo, gardons bonheur. Ah définitivement c'est gardons bonheur. Et Jean-Mathieu, franco-haïtien, non c'est une blague, le directeur de l'Institut français d'Haïti qui est avec nous. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir D'Angelo, c'est pas totalement une blague. Hein. Ah ouais quand même. Ça va venir. Ça va totalement venir. Alors pour cette année 2018, commençons par notre chère Elisabeth. Quels sont les livres qui t'ont marqué particulièrement? Alors pour cette fin d'année, j'ai eu le plaisir de recevoir le dernier livre de Gérald Bloncourt qui s'appelle Un homme peau noire, peau rouge, un homme de toutes les saisons. Et justement, comme là, il vient de passer. Et c'est un magnifique petit livre, c'est comme un petit bijou avec des photos de lui, avec ses illustrations, et qui revient sur les années 40, son exil, Port-au-Prince, la recherche de Jacques-Stéphane Alexis, et c'est plein d'émotions. C'est comme son testament. Oui, on a l'impression parce qu'il l'a terminé, il a pu quand même lire les dernières épreuves, et puis tout de suite après, il s'est éteint. Et tu as un petit passage que tu voudrais lire là comme ça pour le public? Je me rends compte que tu n'as pas tes lunettes, mais ça va le faire. Ah ben. Tu vois, j'ai l'œil quand même sur toi. Je te remercie. Ça allait être un peu comme ça, ma lecture. Ben voilà. Alors, c'est un passage où justement il parle de Jacques-Stéphane Alexis. Et un visage temps pluie, tempête saison. Un visage doux, dur, émouvant. Inquiétant, volcanique. Un visage marqué au fer, à la lave, à la bave. Un visage océan lichen, un visage ombre et lumière, vent et écume, un visage canne à sucre, raz de marée, écorce et racines, un visage continent, un visage Afrique, Atlantique, Amérique, un visage colère et calme, feu et eau, pierre et bois, terre et ciel, un visage symphonique de désespérance et de certitude, un visage douleur, un visage espoir, un visage tam-tam, un visage de nègre de siècle, de grandeur et de dignité, un visage foudre tonnerre dans ses rythmes, un visage à dimension galactique à envergure de l'espèce humaine, un visage à habiter notre conscience, à hanter notre devenir, à labourer notre souvenir, un visage à en crever de tendresse, à en crever les nus, à en crever d'envie, à en crever d'amour. Elle n'arrête pas de l'observer attentive. Que lui arrive-t-il?
Il est immobile. Il dort. Mais qu'est-ce que c'est bien écrit! C'est beau, hein? Alors, Elisabeth Pielu qui vous propose donc, rappelle le titre, s'il te plaît, Elisabeth. Alors, ça s'appelle Un homme, peau noire, peau rouge, un homme de toute saison. Et c'est sorti aux éditions Mémoire d'Encrier. Pour le moment, c'est seulement la version numérique. Il y a juste quelques exemplaires. Mais Focal a été très content de s'associer à eux pour la publication du livre qui sera, on l'espère, disponible en 2019 en Haïti. Voilà. On va voir dans l'univers d'Arnaud Dandroit, qui est criminologue. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud Dandroit? Qu'est-ce que tu as lu cette année? Écoute, beaucoup de choses. La tâche était difficile. Du coup, j'ai choisi la facilité. Je m'aurais invité l'année passée. J'aurais choisi le même livre, parce que c'est un livre de chevet. Le premier livre que j'ai choisi, c'est La piste des sortilèges de Gary Victor, que tu connais très bien et que je connais, mais à travers ce livre pour le moment essentiellement. C'est un livre fantastique. Vraiment. Gary, il est tellement prolifique. Je me demande pourquoi tu as choisi celui-ci de tous les Gary. Écoute, pour moi, c'est son œuvre principale et tous ses bouquins antérieurs mènent à La piste des sortilèges. Il résume un certain nombre de problématiques à l'intérieur de 500 pages, mais on voit que ça parle d'histoire, ça parle de politique, ça parle d'amour, ça parle de jeu. Voilà, c'est du fantastique au sens propre et figuré, comme nous apporte le réalisme merveilleux. Donc c'est un livre qui t'a déplacé comme lecteur occidental belge, ou ça te dit qu'en Haïti, ce que tu vois n'est jamais ce que tu vois? Tout à fait. C'est un livre qui déplace énormément. D'ailleurs, il ne s'agit pas de chercher de chronologie dans le bouquin, il n'y a pas d'espace-temps, il y a des décors qui tombent. Et, effectivement, moi, ça m'a beaucoup appris. Je suis assez intéressé par la culture vaudou haïtienne et c'est une manière assez amusante de rencontrer les lois, de rencontrer les esprits. Il s'en moque, mais en même temps, on les respecte énormément à travers ce texte et je trouve qu'il est très fort à ce niveau-là. Est-ce que tu peux lire un extrait de La piste des sortilèges? Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Alors, oui, sans lunettes, lunettes, c'est pour voir de loin. C'est un passage où il parle de Josy Pierre, qui est le syndicaliste, sans doute responsable des mésaventures de Pipirite et de Percival. Donc Josy Pierre, il explique, il se voyait mal continuer sa vie dans ce 2 pièces minables, au régime quotidien de riz, de bananes et de haricots. Il s'était lancé avec enthousiasme dans les luttes politiques, adoptant les positions les plus radicales, mais toujours à l'affût de l'occasion qui lui permettrait de passer avec armes et bagages dans le camp de ceux dont il enviait la richesse, avec toute la furie que lui insufflaient les frustrations endurées depuis sa naissance. Jusqu'à présent, l'occasion ne s'était pas présentée. Il se demandait avec inquiétude, pendant qu'il était au bras de Haloum, si ce soir n'était pas l'instant tant attendu. Il se promit pourtant de tempérer son impatience. Si son désir de l'or était grand, Josy Pierre était un homme intelligent. Il savait que ce pays était une terre imprévisible, une terre où beaucoup avaient fait une chute fatale, après s'être laissé prendre au piège de quelques mirages. Il était bien décidé à faire le saut, mais avec toutes les garanties. Voilà, La piste des sortilèges, première recommandation de lecture d'Arnaud Dandroit. On se tourne maintenant vers Jean Mathieu. J'imagine, Jean Mathieu, que tu as rencontré beaucoup de livres cette année, surtout vu ta fonction ici en Haïti. Bon, tu imagines bien, alors j'ai pas le temps de tout lire toujours, mais j'essaye de le faire le plus assidûment possible parce que j'adore lire. Et j'adore encore plus lire quand je rencontre et que je connais les écrivains. Ça rajoute une dimension supplémentaire, je trouve. Donc j'ai fait une petite sélection qui est la mienne, personnelle, mais je commence par la sélection haïtienne. C'est comme tu veux. Bon. Écoute, j'ai choisi le dernier roman de Lionel Trouillot qui s'appelle « Ne m'appelle pas capitaine », que j'ai beaucoup aimé pour sa langue, celle de Trouillot, qui est belle, qui est forte, une belle langue française, mais aussi pour son humanité. Je trouve que Trouillot fait partie de ces écrivains qui s'intéressent au monde, à l'humain. Et dans ce livre, c'est essentiellement 2 personnages qui se rencontrent. Là, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Aude et Capitaine. Aude étant une très jeune journaliste en formation qui, dans le cadre d'un stage, va dans un quartier qui n'est pas le sien. Elle habite plutôt les hauteurs de la ville de Port-au-Prince. Elle vient d'un milieu aisé. Et elle va rencontrer un personnage à Morne-Dédé, plutôt le bas de la ville, et ce personnage s'appelle Capitaine, il est plus âgé. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, 2 milieux comme ça en Haïti, on sait qu'ils ne se rencontrent pas ou mal, et puis finalement, à travers le roman, ils finissent par s'ouvrir l'un à l'autre,
Et donc, voilà, ça m'a... Ouais. Mais est-ce que tu dirais, Jean, que Lionel Trouillot a fait une fidélité à son champ thématique habituel dans ce roman? Un petit peu, en l'élargissant un tout petit peu plus, je pense. Enfin, c'est ce que j'estime en tout cas. Évidemment, chez Trouillot, il y a toujours ces rencontres improbables, mais en même temps, cette ouverture à l'autre, je crois. Oui, donc on retrouve sa trame habituelle. Est-ce que tu veux lire un petit passage, Jean-Mathieu? Oui, je veux bien. Alors. Et ses réflexions l'éloignant de nous, le projetant dans cet ailleurs qui était son territoire propre, le dos tourné, le corps face à la rue, au bord de la fenêtre. M'appelle pas capitaine. Moi, je m'en foutais de toutes ces choses. Je voulais juste être avec toi. Aller où tu voulais m'emmener. J'aurais pu rentrer avec ma voiture cabossée et mon phare unique ou demander qu'on m'envoie Morange avec un autre véhicule. Mais je choisis de laisser un message à ma mère, lui annonçant que je ne rentrais pas et qu'il n'y avait pas là matière à s'inquiéter, j'allais rejoindre la bande et coucher chez Julie. Je voulais enfin rencontrer cette femme, forcer capitaine à parler. Revenu au monde des vivants, il nous préparait un café. Le café prêt, Jameson lui dit « c'est l'heure » et descendit avec sa tasse. « Pouvons-nous parler un peu? J'ai beaucoup de questions. Puisque tu es là, mais pas de magnéto. Je peux prendre des notes? Oui. Pourquoi des notes et pas de magnéto? Le mouvement de la main, nous sommes ce que nous faisons de nos mains. Qui est cette femme? Je sais que Martine André, ce n'est pas son vrai nom. Parle-moi d'elle. Et ce garçon amoureux de la petite de la vigne, le marcheur sur les toits, c'était toi? Parle-moi. Tout cela n'est qu'un jeu pour toi, un papier à rendre pour un diplôme bidon. Au début, oui. Mais souviens-toi, le premier jour, tu m'as dit que les choses ne finissent pas forcément où elles commencent. Ah ben voilà, voici un passage qui est très bien choisi. Ne m'appelle pas capitaine, première recommandation de lecture de Jean-Mathieu. Je me tourne encore vers toi, Elisabeth Pierre-Louis. Il y a plein d'autres livres encore qui t'ont marqué au cours de cette année. Oui, il y en a plein. Tu avais des difficultés à choisir. Ah oui, je t'ai envoyé une longue liste. Finalement, je n'ai pris que 2 pour lire les extraits. Mais là, j'aimerais bien parler du dernier livre d'Emily Prophète qu'elle m'a fait avoir, Un ailleurs à soi. Et j'avais lu aussi Le bout du monde et Une fenêtre. Et pour moi, les 2 romans, bien que ce n'est pas les mêmes personnages, ils sont comme une continuité l'un de l'autre. Et disons que dans Un ailleurs à soi, cette relation qui est impossible, mais qui n'a rien à voir, elle est possible, elle se concrétise. Et je pense qu'elle a aussi bien pu résumer cette difficulté de vivre, d'être en Haïti, d'être soi-même, de vivre sa sexualité, de vivre... Mais en même temps, derrière porte close, il y a tout un monde de liberté qui peut se créer. Et je pense qu'elle a bien montré cette complexité, tout en finissant quand même avec ce désespoir, cette désespérance, puisque l'ailleurs semble être tellement plus facile. Est-ce facile? Ouais, justement, c'est là qu'elle a réalisé un tour de force, Emily. C'est comment faire d'un sujet un non-sujet. L'homosexualité est passée entre les lignes dans ce roman. On n'a pas vu passer la chose, c'est présenté tellement comme normal. C'est normal, et puis quelque part aussi, finalement, c'est une relation humaine dans plein d'autres relations qui finalement dépassent cette histoire d'amour entre 2 femmes, puisqu'il y a le non-amour de cette femme, d'une des femmes avec ses sœurs, la manière dont elle naît, ce déni dans lequel elle vit, et comment elle va se construire. Et puis aussi, il y a toutes les autres relations dans ce bar qui se créent, qui se défont, et puis qui ne sont pas vraies, qui sont fausses. Et finalement, la seule vraie relation, la seule tendresse, c'est cette tendresse qu'elle se crée entre 2 femmes. Mais quelque part, l'homosexualité est presque un hasard à l'intérieur de cette relation. C'est ça qui fait toute la beauté de ce roman. C'est ce qui fait ça. Ouais. C'est aussi, comme dans Le bout du monde est une fenêtre, c'est comme une parenthèse. Dans Le bout du monde est une fenêtre, elle ne se réalise pas, cette parenthèse, parce qu'on pense peut-être qu'on va y arriver. Là, on y arrive, mais la parenthèse se ferme brutalement. Et puis bon, voilà. Il y a toujours une impossibilité dans la création du lien. Il y a toujours un ailleurs à trouver. La relation est tellement fragile, et donc quand elle arrive à se concrétiser physiquement quelque part, on est du camp de ces 2 filles, parce qu'on s'est dit enfin un peu d'amour dans ce monde. Voilà, un ailleurs à soi. Voici la 2e recommandation de lecture d'Elisabeth Pierre-Louis. Je me tourne vers notre fameux d'endroit, Arnaud. Alors, 2e livre qui t'a marqué pour cette année? Le 2e livre que j'ai... Remonte ton micro là. que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre de Leila Slimani, une Française d'origine marocaine, qui a eu le prix Goncourt en 2007. La chanson s'appelle
Le titre du livre s'appelle Chanson douce. C'est un livre très intéressant. Il commence par un drame. Ça commence assez violemment. Donc deux jeunes enfants tués, assassinés de sang-froid par leur nounou, qui a l'air d'être pourtant la nounou parfaite. Au début, elle est tout ce qu'il fallait à ces gens-là. C'est ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, ça bascule, quoi. Jusqu'à ce qu'à un moment où ça bascule. Et au fil du temps, on remonte un petit peu le cheminement de ce drame. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on commence à soulever le coin du tapis et à voir un petit peu que dans l'intimité de la vie quotidienne se nouent des relations de pouvoir, de domination et d'interdépendance aussi, dont on n'a pas toujours... dont on n'est pas toujours conscient, en l'occurrence, lorsqu'on vit une relation telle que ce couple de jeunes bobos parisiens vivent avec leur nounou. Justement, je voulais te demander, est-ce que tu penses que ce roman peut effrayer ce public, soit de bobos parisiens ou de bobos de Port-au-Prince, ces gens qui peuvent se payer des nounous? Est-ce que ça peut, au bout d'un moment, faire peur que le nounou puisse tuer les enfants? Moi, je pense que ça peut effectivement faire peur. Le fait de dévoiler des choses qui sont souvent cachées, que ça soit ici à Paris, que ça soit même moi dans ma vie quotidienne, on est face à des inégalités qui nous mettent mal à l'aise. Et donc on essaye de développer des mécanismes de défense. Par exemple, dans le livre, elle dit qu'elle fait partie de la famille. Donc on ne met pas sur le marché du travail, mais sur des relations domestiques. Et donc voilà, je pense que le fait de dévoiler ces relations de domination peut effectivement créer un malaise et en tout cas ouvrir le débat en espérant qu'elle ne renforce pas une certaine indifférence. Et c'est bien que tu proposes Chanson douce parce que Leïla n'est pas très connue ici. Hein. C'est bien, ça va lui faire une percée dans le lectorat haïtien. Tout à fait. Merci Arnaud. Jean-Mathieu, alors on va découvrir qui maintenant avec toi? Alors moi j'ai choisi aussi quelqu'un qui a eu le prix Goncourt mais en 2004 pour Le Soleil d'Escorta. Bon, on est dans les Goncourt. Ouais. Allez, on y va. Donc c'est un écrivain français, Laurent Godet, qui est venu ici il y a quelques jours. Et très amoureux d'Haïti. Hein. Danser les ombres, un roman qu'il a pratiquement fait sur Haïti. Et puis il a travaillé aussi un livre avec le photographe Gaël Turine, récemment un très beau livre qui s'appelle En bas la ville, où il y a vraiment une poésie qui est la sienne, parce qu'il est d'abord homme de théâtre, mais aussi poète. Et très belle personnalité, vraiment quelqu'un d'intéressant. Et ce livre que je découvrais au moment de sa venue, Salina et les Trois Exils, c'est aussi c'est entre légende africaine et tragédie grecque. C'est aussi un roman très féministe, l'histoire de Salina et de sa descendance, dans une espèce d'épopée comme ça, un peu une côté chanson de geste aussi médiévale. C'est une langue magnifique. Enfin, Laurent Godet, c'est vraiment bouleversant de beauté. Ces textes sont assez courts, mais d'une beauté incroyable. C'est vraiment ciselé, quoi. C'est un orfèvre de la langue. Et puis il y a vraiment des personnages auxquels on s'attache, qu'on suit comme ça. Voilà, j'aime ce côté légende, tragédie. C'est aussi un roman de la haine, de la vengeance, Jean-Mathieu. C'est ça, tragédie grecque, légende africaine. On est dans ça. Il y a des assassinats, des meurtres, des incestes. Il y a des choses terribles et des choses très belles, de l'amour, des enfants. C'est beau. Je pense que les gens ont intérêt à aller découvrir Salima, les Trois Exilés de Laurent Godet. Elisabeth Pierre-Louis, oui. Alors, quoi d'autre tu as lu? Laurent Godet aussi, je voulais lire le roman précédent qui est... Rappelle-moi le titre. Oh, j'ai un trou de mémoire. Attends, le dernier... Il y a tellement écrit de romans, Laurent. Le dernier c'est pas Danser les ombres, c'est... On va vérifier. Tu me dis. Voilà, on regarde. Donc, qui parle de plusieurs histoires. Écoutez nos défaites, excusez-moi. Okay. Voilà, écoutez nos défaites. Et qui parle, c'est une multitude de vies croisées entre la guerre de sécession aux États-Unis, l'Irak, et énormément de destins fauchés. Et en fait, on a l'impression que c'est l'histoire des vaincus quelque part. Et je pense qu'il y a cette obsession de la guerre dans le livre. Donc voilà, on a tendance à connaître l'histoire des vainqueurs. Donc voilà, on a la guerre de sécession, ce qu'elle a fait. Mais dans les moments où la guerre pourrait basculer,
où on est dans la boue, on est dans le sang, on est dans les explosions, on est dans la mort. Et puis la possibilité peut-être d'une histoire d'amour. Peut-être. La possibilité d'une île, comme on ne sait jamais. Et c'est magnifique. Il y a aussi un passage de Haïlé Sélassié qui va à la Société des Nations pour défendre son pays, l'Éthiopie qui vient d'être envahie par l'Italie. Et ce sont des passages d'une dignité, c'est extraordinaire. Donc voilà, je voulais un peu faire le pendant du Laurent Godet, même si j'ai oublié. Et c'est aussi un pari risqué que de faire un roman sur la défaite et non sur l'échec, au fait. Oui. Il a pu quand même dresser cette ligne de nuance. Oui, puisque bon, il y a quelques vainqueurs, mais c'est aussi que même quand on gagne la guerre, c'est quand même une défaite en termes de vie humaine, en termes de trajectoire brisée, en termes de... Il y a un des personnages, c'est une femme, d'ailleurs je crois que c'est la seule, et qui est un muséologue. Donc voilà, toutes ces pertes d'objets matériels qui datent de siècles. Et elle parle de ces objets qui ça paraît dérisoire par rapport aux vies humaines, à tout ce qui est brisé, mais en fait on réalise que ça aussi, ça fait partie de nos civilisations, ça fait partie de nos histoires, et si ces objets disparaissent aussi, on perd un pan de notre mémoire. Donc, voilà, ça c'est bien dit, Elisabeth Pierre-Louis. Voici donc, mesdames et messieurs, la première série de cette sortie très spéciale, très décalée, Délivrez-vous, avec Arnaud Dandois, Elisabeth Pierre-Louis, Jean-Mathieu. Je vais recevoir un autre panel d'invités, un autre public. Jean-Mathieu avait dit un peu hors caméra, c'est le public 20-25 qui est là. Je dis beaucoup de choses hors caméra. Non, on va garder que ça pour le coup. Voici donc, oui. Donc vous avez donc des lectures avec mes 3 premiers invités. Je vous laisse respirer. Allez, on va toujours rester dans la rue. À tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, gardons bonheur, vous suivez Délivrez-vous, vous constatez par vous-même que je suis hors des sentiers battus de mon studio, loin de mon confort habituel. Nous sommes dans la rue. L'équipe de la télévision a suivi la folie. Nous sommes à Babiole, nous sommes à Paco, c'est là que ça se passe. Nouveau tandem sur ce plateau. J'ai avec moi 2 élèves. J'ai à ma droite Antoine, qui nous vient du collège canado-haïtien. Bonsoir Antoine, bienvenue à Délivrez-vous. Bonsoir Monsieur Néard, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette très très belle émission. Et le cadre, lorsqu'on change, c'est bien. Le changement, c'est même très très positif. Ah ben voilà, ça met du vif dans le concept. J'ai avec moi Figaro qui nous vient du lycée Toussaint Louverture. Bonsoir Figaro, bienvenue sur le plateau. Écoutez, le plateau explosé, Délivrez-vous. Bonsoir D'Angelo, c'est avec plaisir d'être avec vous cet après-midi. À vrai dire, comme tu l'as dit, c'est lire, c'est plier l'univers pour le mettre dans sa poche. C'est exactement ce qu'on va faire, messieurs. J'espère que vous serez suffisamment convaincants pour porter les jeunes de votre âge. Vous avez quel âge? Tu as quel âge, Antoine? Je viens d'avoir 18 ans. J'ai eu 18 ans en octobre, le 4 octobre. Le 4 octobre, 18 ans. Et toi, tu as quel âge? 18 ans et quelques mois. Ah ben les mecs, vous êtes 2 à avoir 18 ans. Il y a beaucoup de jeunes de 18 ans qui regardent cette émission. Figaro, par quel livre un jeune qui te regarde maintenant doit commencer sa nouvelle année 2019? Bon, à vrai dire, le choix est vraiment large. Bon, pour moi-même, j'ai débuté avec les Arlequins à peu près. Et après, j'ai passé avec surtout les romans et tout ça. Mais pour l'instant, j'essaie avec les essais, surtout avec les livres d'aventure, tout ça. Et quel premier livre tu proposes aux jeunes qui te regardent là maintenant? Le pardon de Daniel Steele. Le pardon. Et tu l'as avec toi là? Oui, oui, oui. Et en quoi ce livre t'a-t-il marqué? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans ce livre? À vrai dire, le contexte est vraiment large. Et je peux dire qu'elle a vraiment expliqué, parce que c'est Daniel Steele, elle a vraiment expliqué le fait que ce n'est pas seulement la richesse qui est le bonheur, mais plutôt l'amour
Et dans le livre, on parle surtout de la famille et elle s'occupait seulement de la richesse, mais elle oubliait ses enfants et s'absentait surtout. Et à vrai dire, lorsqu'elle s'est aperçue que c'était trop tard, elle s'est rattrapée. Et là, elle a dit que la richesse n'est pas seulement le bonheur, mais plutôt l'amour qui est le bonheur. Voilà. Alors Daniel Steele est très populaire, on le remarque, dans le public qui est entre 14, 18, 20 ans. À ton avis, qu'est-ce qui fait sa popularité au sein du jeune public de lecteurs qui est entre 15 et 25 ans? Je pense que Daniel Steele s'est approché de la jeunesse. Elle explique surtout les contrariétés, surtout de nos jours. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle a eu avec les best-sellers et tout ça. Ouais. Voilà, là tu nous proposes le pardon. Est-ce que maintenant tu veux lire un extrait dans ce livre? Oui, avec plaisir. Allez, on t'écoute lire. Je rappelle que tu t'appelles Figaro et que tu nous viens du lycée Toussaint Louverture et que tu es en terminale. Oui, normalement. Cela faisait maintenant un mois que Philippe et Taylor étaient amants. Comme il ne voulait pas risquer de la compromettre davantage en faisant ses colocataires, il avait pris l'habitude de se donner rendez-vous à l'hôtel tous les soirs. Taylor n'étant plus disponible dans la journée, depuis qu'elle avait commencé son travail, Philippe avait l'impression de marcher sur un fil sans filet de sécurité. Il avait même passé une nuit ensemble au plaza. Philippe était fou amoureux de Taylor et voulait vivre avec elle. Mais il ne savait pas comment s'extirper de son mariage. En fait, il nageait dans une telle confusion. Il ignorait s'il se trouvait au paradis ou au enfer. Il avait perdu 5 kilos et arrivait en retard à toutes ses réunions. Olivia l'observait à distance avec l'inquiétude. Une enquête distraite lui avait appris que Liz, John et Maribel n'étaient au courant de rien. Et elle-même avait choisi de ne pas leur faire part de sa découverte. Alors que Philippe commençait à désespérer, il trouva un soir Amanda qui l'attendait dans le salon, l'air officiel. Persuadé qu'il était démasqué, il allait tout avouer. Quand elle lui tendit une lettre qu'elle s'apprêtait à envoyer à Olivia. « Qu'est-ce que c'est » demande-t-il, stupéfait. « Je ne suis pas un gamin. Tu n'as pas besoin de rapporter mes faits et gestes à ma mère. Lis-la. » Philippe s'assit et obtempéra. À sa plus grande surprise, Amanda n'annonçait pas du tout à sa belle-mère qu'il avait une liaison. Elle lui fixait un ultimatum, soit divorcer. Elle expliquait, sans prendre des gants, qu'elle refusait d'être mariée à un sous-fifre, alors qu'elle venait d'être nommée juge fédéral. Philippe faillit éclater de rire. Contrairement à ce qu'il avait craint en arrivant, il paraissait évident qu'Amanda ne savait rien de sa liaison avec Taylor. Tout ce qui lui importait, c'était d'être marié à un PDG. Peut-être se fichait-elle éperdument qu'il soit amoureux d'une autre femme. Tu n'es pas sérieuse, j'espère. Je suis très sérieuse. Tu ne parleras jamais à ta mère. Alors j'ai décidé de prendre les choses en main. Elle préféra éviter l'embarras d'un divorce, sans compter que ça vous coûterait cher, très cher. Tu devrais voir les choses du bon côté. Philippe, on y gagne tous les deux. Moi, j'aurai enfin un mari important et toi, tu auras la place qu'elle aurait dû te laisser depuis des années. Voilà donc un extrait de Le Pardon de Daniel Steele. Merci beaucoup Figaro. Merci, je me tourne maintenant vers Antoine. J'imagine que tu as lu beaucoup de livres également. Quel est le premier que tu souhaiterais proposer aux jeunes qui te regardent là maintenant sur la télévision Caraïbe? Le premier livre que j'aimerais proposer aux jeunes qui nous regardent là maintenant, c'est un livre de Gary Victor. C'est un recueil de nouvelles. Et pourquoi j'ai choisi justement ce livre-là? C'est parce que, je vais vous le dire, le titre, que je vais vous lire le titre, c'est « Histoire absurde entendue ou vécue dans un tap-tap ». Ouais. Et pourquoi? Il a eu un bon succès, ce recueil de nouvelles. Justement. Et pourquoi ce livre, justement? C'est parce que ça traduit la réalité, une réalité que l'on vit en Haïti. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire, aux personnes, si vous avez un problème, si vous êtes stressé, vous n'avez qu'à monter une camionnette ou bien un tap-tap et vous allez vous déstresser, vous allez être plus joyeux, c'est-à-dire que vous allez oublier vos problèmes. C'est justement ce que nous rappelle ou bien ce que nous montre, ce que nous peint Gary Victor à travers ce livre-là.
C'est pour ça que j'aime ce livre. Ouais, parce que dans les tap-tap, on entend un peu de tout, Ah, les un peu de ragots, tout. les histoires de vie. On entend des histoires farfelues, tirées par les cheveux, des choses inimaginables. C'est-à-dire, et ce qui est intéressant, et l'extrait que je vais vous lire là maintenant, c'est aussi, et cette parallèle que je vois, entre une histoire racontée par Gary Victor dans cette nouvelle et Gros Morceau de Maurice Sixto. Ah, tu as établi un lien carrément. Justement. Avec la cinquième nouvelle de ce livre. Mais il y a combien de nouvelles dedans? Il y en a 6. Et tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission et qui adorent Gary Victor. Il est même l'écrivain haïtien le plus lu par la jeunesse haïtienne, dit-on. À ton avis, toi qui consommes Gary Victor, qu'est-ce qui fait sa recette? Qu'est-ce qui fait fonctionner la mayonnaise à chaque fois? Bon, il faut dire que Gary Victor, c'est le premier livre que je lis de Gary Victor. Okay. Mais déjà, avec ce premier livre que j'ai lu de Gary Victor, il m'a séduit. Il m'a séduit pourquoi? C'est parce qu'en lisant Gary Victor, on voit justement la réalité haïtienne. On voit justement les choses de tous les jours. On comprend à travers Gary Victor justement ce qu'est Haïti, en gros. C'est-à-dire, je pense que c'est surtout ça qui touche les jeunes. C'est aussi cette façon qu'il a d'écrire, une forme de... C'est une plume accessible à tous. Mais bien ciselée en même temps. Justement. C'est-à-dire c'est un vocabulaire à la fois simple, à la fois accessible, mais beau. Je te laisse lire un extrait là maintenant, Antoine. Marie-Claire Carina. Elle était énorme. Elle faisait près de 2 mètres. Une armoire à glace. Elle avait un visage à la fois rude et beau. On sentait chez elle de l'énergie, mais aussi une violence refoulée. Une de ces femmes qui avait été obligée de se battre pour survivre, pensais-je sur le moment. Elle portait un jeans qu'on ne devait trouver que dans les maisons spécialisées pour les grandes tailles. Quand elle s'assit dans le tap-tap, elle prit 2 sièges sur le banc. Quelqu'un, un maçon avec ses outils, voulut s'installer à côté d'elle. Il lui demanda de se serrer un peu. Elle répliqua avec agressivité qu'il n'y avait pas moyen qu'elle bouge d'un poil. Le chauffeur vient lui-même exiger à la femme de se coincer un peu, sinon elle devrait descendre. Le reste, je vous laisse. Ça c'est bien fait Antoine, tu laisses bien le goût de la surprise aux gens. Gary Victor, histoire vue et entendue, dans un tap-tap. Première recommandation de lecture d'Antoine. Je me tourne maintenant vers toi Figaro. Est-ce que tu es un lecteur de Gary Victor ou tu n'es pas encore entré dans son système? À vrai dire, j'ai déjà penché sur Gary Victor avec un premier livre, mais ça, comment dire, j'ai aimé. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les livres d'essai, surtout avec la science, ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai beaucoup lu Dan Carnegie, qui approche surtout avec la relation avec les sciences humaines, tout ça. Et je pense que c'est ça. Ouais, tu es dans ce monde-là. Quelle deuxième lecture tu souhaiterais proposer aux jeunes qui te regardent là? À vrai dire, c'est Qui trop embrasse mal éteint, de Nicolas André. Alors, qui trop embrasse, il faut bien écouter, mal éteint, et non mal étreint, comme la formule consacrée le veut. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre jusqu'à te porter à le proposer à la télévision? Et c'est seulement à peu près l'effet, la justice, tout ça, et le goût. Et quand on s'en sent à peu près trahi, c'est plutôt ça le concept. Je dois te dire que je ne connais pas du tout ce livre. Je ne connais pas non plus l'auteur. Tu me le montres rapidement. Il s'appelle comment? Nicolas André. Il s'appelle Nicolas André. C'est un auteur haïtien? Oui. Un auteur haïtien qui trop embrase, mal. En fait. Ouais. Ah pardon, c'est pas trop embrasse. C'est qui trop embrase, mal éteint. Alors, qu'est-ce que ça raconte très rapidement, ce roman? À vrai dire, ça parle d'un jeune homme qui a perdu son père à peu près à l'âge de 8 ans. Et ça l'a tellement bouleversé qu'il s'est juré de venger. Et finalement, il a décidé de rentrer dans le système de Macoute. C'est à peu près 1900 combien. Et il a juré et il a tenu bon. Et après tous ces exploits, toutes ces aventures, et c'est tenu bon et il a réalisé son rêve. Il a mis tous les assassins de son père en prison, tout ça. Et maintenant, qui trop embrase mal s'éteint. Qui trop embrase mal éteint, voilà.
bon, je pense que l'auteur a fait, comment dire, un coup de surprise et il a terminé à peu près avec un coup de souffle parce qu'il a laissé l'œuvre à peu près à bout de chemin et je pense que deuxième volume, je ne pense pas que... bon, si l'auteur a fait le deuxième volume, c'est vraiment intéressant, il faut le lire à tout prix. Voilà, Qui trop embrasse mal mal s'éteint. de Nicolas André, que je ne connaissais pas du tout, que je m'en vais découvrir moi aussi. Et je vous invite, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, à découvrir cette plume haïtienne. Je me tourne encore vers toi, Antoine. Quel deuxième livre tu proposes aux jeunes qui ont 18 ans, 17 ans, 20 ans, qui te regardent là maintenant à la télévision? Le deuxième livre que je propose aux jeunes, c'est un livre justement qui, je pense, pourra les aider. Pourra les aider justement dans leur quête justement de se trouver eux-mêmes. Mais de se trouver, mais aussi de partager justement leur vie avec d'autres personnes, de comprendre les autres, d'aller vers les autres, mais aussi de faire sentir aux autres qu'ils sont importants. Là, nous sommes dans quel livre, Antoine? Nous sommes dans le livre de Dale Carnegie, qu'il vient de citer là. Ouais, faut croire qu'il manque. Hein. Moi, j'ai lu Dale Carnegie quand j'avais un peu votre âge. Hein. Ah, justement. Et bien, c'est pour ça que je pense que la grande majorité des jeunes devraient lire Dale Carnegie. Et surtout ce livre-là que je vais présenter. C'est le fameux Comment se faire des amis. C'est bien de le montrer à l'écran. C'est un livre qui a eu un succès fou, qui a toujours un succès fou et qui peut servir de Bible dans le cadre de nos relations avec les autres. Relations humaines, justement. Et à travers ce livre, il énonce à peu près 30 principes. 30 principes qui sont vraiment les bases de la relation entre les humains, entre les hommes. Est-ce que tu peux, pour être pédagogique, proposer 2 principes sur comment se faire des amis? Le premier principe, du moins, l'un des premiers principes, c'est de ne pas critiquer, de ne pas se plaindre. Le deuxième principe que je pourrais donner là, c'est de pousser les autres à parler d'eux-mêmes, d'avoir une écoute, d'avoir l'oreille attentive, de pousser justement les autres à parler d'eux-mêmes. Donc, c'est 2 principes qui, je pense, ce sont 2 principaux et je dirais principes pour aider justement les jeunes dans leurs relations humaines avec les autres. Parce qu'on a tendance à, dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on se plaint. Dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on critique les autres. Dès que quelqu'un vient nous parler, on n'est pas disposé à l'écouter. C'est justement ça que je pense que les jeunes, à travers ce livre, pas seulement ça, mais beaucoup de choses, à travers ce livre, qu'ils pourront justement trouver. Comment se faire des amis, Dale Carnegie. Deuxième recommandation de lecture. Le temps n'est plus avec nous, messieurs. Je prends ta dernière lecture. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu proposes aux jeunes? C'est l'auteur assez connu en Haïti, c'est Edir Villers, c'est Les 10 hommes noirs. C'est vraiment un texte, et surtout l'aspect poétique. Ouais. J'aime ça. Ça m'a surpris que tu aies choisi ce roman, ce livre, ce recueil de poèmes. Il est un peu hors genre, ce livre, dans le sens où ça participe du programme scolaire. Et je pensais que tous les élèves exécraient tout ce qui émanait des programmes scolaires. Ok, moi, ce qui m'a poussé à faire ce choix, je peux dire que c'est l'intrigue. Et je peux dire que la poésie, en d'autres termes, c'est un concept assez large. Il faut un minimum de savoir, il faut un peu d'écoute et de sagesse pour comprendre la poésie. Et quand on voit dans ce texte ou bien dans ce livre, et on voit que l'auteur parle de la génération à l'ancienne, mais plutôt ça pousse les gens à savoir que dès maintenant, bon, il n'y a pas de changement. Ça veut dire que à l'ancienneté, il y a toujours, maintenant, c'est toujours le même parce qu'il y avait 10 hommes noirs à peu près qui n'avaient pas d'espoir surtout, mais qui s'est projeté surtout à peu près seulement, excepté Franck qui a fait son choix et ils ont décidé plutôt la mort que de faire face à la vie. Donc c'est un texte sur la désespérance, sur la déchéance humaine. La situation actuelle d'Haïti, je pense que c'est un livre qu'il faut vraiment lire et relire parce que ça j'ai déjà fait, lire et relire. Est-ce que tu penses que les 10 hommes noirs appellent à l'optimisme également? Est-ce que c'est un texte qui dit aux gens il ne faut pas totalement désespérer, il y a quand même quelque chose qui est sauvable dans ce pays?
d'après Duracine et Vaval, je pense, il a dit que c'est plutôt une preuve de lâcheté. Mais pour moi, je peux dire que c'est, en parlant de tous ces hommes, je peux dire qu'il faut avoir du courage. Il ne faut pas craindre surtout les moments tristes ou bien les moments forts. Et il faut affronter. Il faut avoir cette vivacité d'affronter la vie, quel qu'en soit le prix. Voici donc un bon message lancé à la jeunesse. Faire preuve d'opiniâtreté, affronter vos épreuves, regarder la vie dans les yeux et continuer à marcher. Dernière recommandation de lecture de ta part, Antoine, qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose un autre livre de Nicolas Bootman, cette fois-ci. Ça s'appelle « Comment c'est convaincre en moins de 2 minutes ». Ah, ça c'est quelque chose, hein. Tout un exercice. Hein. Oui, tout un exercice. Et tout le monde a besoin de savoir faire ça, de savoir convaincre. Convaincre en moins de 2 minutes. Et pourquoi je propose ce livre-là, justement? C'est parce que les jeunes d'aujourd'hui, la grande majorité, ils ont une difficulté, justement, à convaincre. Ils ont une difficulté, justement, à trouver des arguments solides pour amener les autres sur, disons, sur le même bord qu'eux, c'est-à-dire sur la même position qu'eux. Et à travers ce livre, ce n'est pas seulement un livre qui nous montre comment convaincre en 2 minutes, mais ça nous montre aussi que pour convaincre en 2 minutes, il faut aussi faire un travail personnel sur soi. C'est-à-dire, il faut aller justement à la rencontre de la personne que l'on est à l'intérieur de soi. C'est pour ça que l'auteur prend au moins un chapitre pour expliquer, pour mettre des principes justement qui permettront de se connaître soi-même, d'être en harmonie avec soi-même. J'imagine qu'il a donné des techniques également sur l'art de convaincre. Est-ce qu'en mémoire, tu as une technique sur la façon de convaincre? Si tu veux, par exemple, que tes parents t'achètent une dizaine de livres pour cette fin d'année, est-ce que tu as la technique pour ça? Bon, une technique, par exemple, pour convaincre, disons en 2 minutes, ce serait justement d'aller de leur bord, c'est-à-dire d'aller de leur côté. C'est-à-dire, il ne faut pas précipiter pour se dire, bon, et je veux ci. Mais il faut justement se mettre en position de comprendre ce qu'ils veulent et d'aller justement leur montrer que ce que toi tu veux et ce qu'ils veulent peuvent ensemble faire route et se rencontrer. C'est comme ça que l'on pourra justement demander à ma mère d'acheter justement 10 livres pour moi pour l'année prochaine. Et tu fais bien, tu lances le message là déjà à la télé. Comment s'appelle ta maman? Anne-Marie Maître. Anne-Marie Maître, j'imagine que vous regardez votre fils là maintenant, il veut 10 livres pour cette fin d'année. Je rappelle rapidement vos titres. Convaincre en moins de 2 minutes, comment se faire des amis, histoire absurde entendue ou vécue dans un tap-tap. Nous sommes là dans les recommandations de lecture de Antoine qui nous vient du Collège canado-haïtien. Je me tourne maintenant vers notre ami qui nous vient du lycée Toussaint avec Kitro Embrase Malétin de Nicolas André. Les 10 hommes noirs, Edgar Villers et Daniel Steele. Mais qu'est-ce qu'elle a du succès auprès de la jeunesse avec le pardon. Messieurs, écoutez, merci de vous être prêtés au jeu des livres. Et vous êtes dans la rue, les livres sont dans la rue. C'est ça la folie de la chose. À une prochaine. Je vous donne la main. Permettez que j'aille dans le même sens que Figaro. Il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Et je vais rajouter. La jeunesse doit comprendre une chose. La vie telle qu'elle est ne fera jamais de cadeaux. La vie en soi n'est pas là justement pour faire des cadeaux. C'est pour ça qu'il faut inévitablement s'armer et demander justement la force pour affronter les difficultés de la vie. Pour justement se fortifier et avancer. Car la vie ne fera jamais de cadeaux. Il faut se solidifier pour avancer. Tu me fais penser à Romain Gary, un écrivain que j'adore, qui reprend cette même formule. La vie, ça ne fait pas de cadeaux. Écoutez, vous avez là les meilleurs conseils de lecture pour cette année. 2 jeunes écoliers, 2 jeunes élèves de philo qui vous ont proposé leur lecture pour cette année. Écoutez, restez toujours avec nous. Le vagabondage des livrez-vous continue. On va rester dans la rue avec 2 invités quelque peu excentriques et aussi décalés que moi. Allez, respirez. À tout de suite.
Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chers amis du bonheur, gardons bonheur, qu'est-ce que je suis content de vous présenter cette émission dans un contexte hors norme. Nous sommes définitivement loin des sentiers battus, délivrez-vous, auxquels vous êtes habitués. Le concept est définitivement dans la rue. J'ai à ma gauche Lundi Johnny. Lundi Johnny qui n'est pas à sa première participation à Délivrez-vous. Bonsoir Lundi, bienvenue sur mon plateau. Bonsoir D'Angelo, c'est un plaisir d'être là. C'est un plaisir de participer à cette émission, cette spéciale émission, dirais-je mieux. Lundi Johnny qui est professeur de littérature, professeur de français et qui est normalien supérieur. J'ai à ma droite Béonard Kervins Monto qu'on appelle affectueusement et amoureusement Béo. Béo, bienvenue à Délivrez-vous. Mais je suis content d'être là sur des chaises magnifiques et d'être dans la rue, dans un cadre magnifique pour Délivrez-vous. Ah non, mais c'est le bonheur, hein. Et dans la rue, on va crier des livres, on va parler des lectures de toute une année. Mais je crois que la prochaine fois, hein, pour des idées aussi magnifiques que ça, je vais racheter la production et je vais... Mais vous savez ce que j'ai adoré, les mecs, c'est quand l'équipe technique de la télé établit ses quartiers, c'était un peu la tête des voisins, quoi. Genre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils font dans le quartier? Bon, messieurs, on va rapidement rentrer dans vos livres. Lundi Johnny, j'imagine qu'en tant que prof de littérature, tu as lu mais beaucoup de livres. B.O. Monto, en tant que poète, écrivain, slammer, opérateur culturel, tu en as lu beaucoup également. Commençons par Lundi Johnny. Quel est le premier livre qui t'a le plus marqué, Lundi Johnny, au cours de cette année 2018? Alors, disons d'entrée de jeu que mon travail comme enseignant, c'est d'apporter le livre dans les écoles. C'est, comme dirait des pestes, c'est apprendre à la jeunesse à mettre sa tête dans les étoiles de la vérité. Ma première lecture, et celle-là m'a laissé ébloui, c'est vraiment Le Monde de Sophie, de Jostein Gaarder. C'est de la littérature norvégienne. Vous voyez, ce livre m'a initié en philosophie parce que c'est une fille de 16 ans, Sophie Admundsen. Et puis, un jour, de retour à l'école avec son amie Joan, il y a une petite discussion entre elles. Et puis, Joan se disait que le cerveau de l'homme est comparable à une machine. Et puis, il y a toute une réplique de Sophie Admundsen pour dire non, c'est méchant. On ne peut pas comparer l'homme à une machine. Et puis, en rentrant chez elle, elle a trouvé une lettre. Et dans cette lettre, il y a un morceau de papier avec une phrase interrogative. Qui es-tu? Qui es-tu? D'où vient le monde? D'où vient le monde? Ça nous a tous marqué quand même, ce monde de Sophie. Ce livre, non, oui, et puis, ces questions vont compliquer la chose. Et puis, ça va être toute une série de cours d'initiation à la philosophie. Sophie va s'interroger sur le monde, sur la destinée de l'homme, sur la mort, sur la vie. C'est vraiment un livre magnifique. C'est un livre initiatique. C'est vraiment une entrée élégante pour comprendre la philosophie et son histoire. Ouais. Alors, ce qui est un peu de l'ordre de la révélation maintenant à l'écran, ma première prestation à la télévision en Haïti, j'avais 15 ans. C'est mon prof de lettres à l'époque qui m'invite à la télé. Son émission s'appelait absolument Livre sur la TNH. Le livre que j'avais présenté, c'était Le Monde de Sophie. De Jostein Gaarder. C'est un livre magnifique. Je me souviens même à l'école, tu vois, sur les bancs, je lisais Le Monde de Sophie. Je découvrais, tu découvrais comme ça, ébahi, comment il t'apprend Hegel, comment il te prend Sartre, l'existentialisme, le déterminisme, etc. Donc Jostein Gaarder, et c'est un livre aussi magnifique et qui nous dit que la façon de la plus grande qualité pour être philosophe, c'est de
C'est l'étonnement. Ouais, C'est l'étonnement. avec Ouais. tout ce qu'il y a comme allégorie autour du chapeau, autour Ah du oui, lapin. du lapin. Oui, mais et le c'est chapeau. également tout le redéploiement de la philosophie. Ça commence même avec les présocratiques. Bon, ce que Joseph Gader rappelle les philosophes de la nature, les Thalès, les Anaximandres, l'Anaximètre, Oui. jusqu'à Avec la les mythes. récente théorie du Big Bang. C'est Oui, magnifique, oui. en passant par Spinoza, le Oui, cartésianisme, c'est magnifique. Hegel, Darwin, En fait, ce c'est qu'il est arrivé magnifique. à faire comme tour de force, c'est déplacer la façon d'enseigner la philosophie. Ouais. Il a dit qu'il faut enseigner la philosophie en philo, mais là, tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu peux le lire, ce livre. Oui, tu as un roman moins hermétique, Mhm. voyez, très accessible. Sans l'arsenal accessible. conceptuel À un moment, de la ça devient même philosophie. fantaisiste, où on est dans un monde où on ne sait pas est-ce que c'est Justin Gardner qui tire les ficelles, ou c'est le Major qui tire les ficelles, où il y a un livre dans un livre et tu te questionnes à la fin. Tu vois, tu vas vers Berkeley et tu vois, non, Donc c'est un tu es roman dans où t'en Hegel, sors tu es Oui, dans grandi. tu es dans Spinoza. Spinoza, le cartésianisme, tout Oui, ça. des Le cases. monde magnifique, de Sophie, Justin Gardner. Première recommandation de lundi. Johnny, Béo, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu nous proposes? Du moins, qu'est-ce que tu as lu cette année qui t'a autant marqué pour que tu le proposes aux gens qui te regardent? Moi, je parlerai de basket de Jean-Claude Charles. C'est un livre magnifique, c'est un carnet de voyage, c'est ces carnets de notes qu'il avait publié dans Le Monde et qui a été repris par Passini, professeur à l'université de Parme, pour en faire un livre que Mémoire d'un Crier a republié. Moi, je pense que ce livre nous dit quoi? C'est la façon qu'a Jean-Claude Charles de voir le monde après la dictature, de voir le monde après, pendant le 7 février. Et il y a des retours, des allers, des retours. Il nous raconte New York, Paris, Sao Paulo. Et c'est en fait ça, tu vois, la vie. C'est chausser ses baskets et puis rentrer dans son Boeing et aller voir le monde. Ça me rappelle Zweig dans Le Monde d'hier, ou encore, et avec plein d'intertextualité, où il revient avec Chester Himes, où il parle de Dalina Ferrière, où il rencontre plein d'autres écrivains. Donc, Je sais que tu aimes beaucoup Jean-Claude Charles. Ah oui, j'adore. Mais dis-nous, pourquoi tu l'aimes autant? Jean-Claude Charles, il a des formules à couper au couteau. C'est un Des formules réussies. Réussi. Ah non, Jean-Claude Charles, c'est un esthète de la langue. On parlait tout à l'heure d'orfèvre de style. Non, mais lui aussi, il est dans cette veine avec des phrases magnifiques. Et j'ai participé cette année avec l'Asian Studies Association, avec Eliana Vagalo de l'Université de Chicago, avec Rodney Saint-Éloi qui publie justement dans Mémoire d'un Crier les textes, qui republie les textes de Jean-Claude Charles, et aussi avec Yannick Lyons. J'ai passé un après-midi magnifique entre du café et Jean-Claude Charles avec Yannick chez Yannick, une fois où on était en train de tourner tout Jean-Claude Charles. Elle allait préparer Yannick, déjà qui est une femme magnifique et super cultivée, et qui allait justement préparer son discours d'introduction au Collège de France. Et non, Jean-Claude Charles, il est, enfin, que ce Voici soit donc un écrivain qui t'a le beaucoup corps marqué. noir, oui. Tu es fan de Jean-Claude Charles plus ou moins, ou son système, tu l'affectionnes pas autant que ça? Non, j'apprécie pas trop Jean-Claude Charles, mais là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que dans un certain sens, il y a un élan qui manque. Bon, Chez Jean-Claude Charles? Chez Jean-Claude Charles, oui, sans doute. Un élan où ça, dans le style, dans Oui, la capacité de formulation, je dirais dans la dans capacité, le monde qu'il arrive à créer? Je dirais dans la capacité de formulation. Par exemple, c'est vraiment pas la même tête que Zweig. Vous voyez, quand je lis Zweig, je suis bercé par une écriture fluide, magnifique. Okay, alors que pour Jean-Claude Charles, c'est peut-être un choix. Moi, je ne sais pas, à tout moment, je peux revisiter Charles et puis avoir un discours différent sur sa production. Avec son classique Bamboula Bamboche. Oui, là, c'est un style, c'est un choix d'écriture, je pense. Mais quand on prend, par exemple, Manhattan Blues ou Ferdinand, Je suis à Paris, ou même cet essai où il casse les frontières de Si Jolie Petite Plage, où il nous dit que l'homme doit plaider pour la libre circulation, je le trouve très fluide. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, je le trouve très mais les mecs, vous n'allez pas en arriver aux mains, les mecs, je suis au milieu pour ça. Magnifique, Jean-Claude. Jean-Claude Charles. Et surtout, je pense que Jean-Claude Charles n'est pas assez lu en Haïti. Et c'est vraiment pas...
quelque chose de magnifique parce que on a l'impression que l'espace littéraire est un espace, est l'espace de performance et puisqu'il n'est pas là, puisqu'il est mort, il n'existe plus. Mais non, c'est un écrivain que je trouve formidable. Tu tiens à garder Jean-Claude Charles vivant. Voici donc une première recommandation de lecture. Ça vous en fait deux au fait. Vous avez Justin Gardner qui nous fait Son monde de Sophie, une véritable histoire de la philosophie présentée dans un style romanesque. Et vous avez les chroniques de Jean-Claude Charles que Béo Monteau défend, mais du bec et des ongles. Basket, voici donc le titre. Johnny, je me tourne encore vers toi. Deuxième recommandation de lecture. Je sais que tu as lu plein de livres cette année. Je sais que ça doit être dur pour toi de n'en garder que quelques-uns. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? Bon là, je voudrais présenter un texte que j'ai relu cette année. Parce que ça fait déjà 10 ans que j'ai lu Frédéric Marcelin et La vengeance de Mama. Mais je voudrais parler de ce texte parce qu'à mon sens, il est encore d'actualité. Parce que La vengeance de Mama, c'est un roman de la romancerie de la génération de la honte. Là, nous sommes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Et déjà, c'est vraiment une radiographie d'une société qui meurt, d'une société qui souffre, d'une société en déliquescence. Okay? C'est son seul roman, Antoine Innocent. Non, Frédéric Marcelin. Pardon. Oui, Frédéric Marcelin. Ouais. Alors, Frédéric Marcelin a environ 5 romans. Oui. 5 romans, il a La confession de Bazout, Au gré du souvenir, il y a Thémistocle, Épaminondas Labaster. Ouais. Et puis, c'est celui-ci que j'ai pas aimé, c'est Thémistocle là, quand j'étais en seconde. Moi non plus. Je me rappelle que ce roman m'est passé de travers. S'il y a un livre dans ma vie que je considère comme un livre mal écrit, c'est Thémistocle, Épaminondas Labaster. Mais en réalité, La vengeance de Mama, c'est la suite. C'est la suite. Non de plus, je n'aime pas. Moi, je suis de préférence dans le monde créé par Marcelin. Voilà. Okay. La vengeance de Mama que Johnny recommande. J'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves de Réto qui vont se dire « Ah, faut bien le lire alors si le prof le propose encore à l'écran. » Béo, qu'est-ce que tu nous mets sous la bouche, sous les dents maintenant? Le sommeil partagé est le corps du délit de l'amour. Milan Kundera dans L'insoutenable légèreté de l'être. Moi, j'adore ce livre, la construction, et en plus, c'est un roman d'amour magnifique. Et c'est pas seulement un roman d'amour, c'est un discours sur la mort, c'est un discours sur la politique, parce qu'on est en plein printemps de Prague où le déferlement communiste qui prend la République tchèque, et on a Thomas. On a Teresa, on a Sabina et on a Franz. Et ils sont là avec leurs choix. Ils sont là avec des choix qu'ils vont faire et qui auront des conséquences tout au long de leur vie. C'est un roman magnifique aussi à ce sens où Kundera commence avec Parménide qui a posé une espèce de vision manichéenne des choses, genre la lumière c'est positif, l'obscurité c'est négatif, le chaud c'est positif, le froid c'est négatif. Et là, Kundera se demande est-ce que la légèreté n'est pas une grâce ou bien est-ce de la futilité? Et est-ce que la gravité n'est pas de la lourdeur ou bien c'est ça être intelligent, Donc, du coup, il y a ces personnages qui répondent à ces questions avec l'élément kitsch qui est là et qui nous prend. Et puis, il y a un petit clin d'œil, bon, je fais cette digression, où le chien de Teresa, la chienne de Teresa s'appelle Karénine, qui renvoie à Tolstoï. Et on est en plein, tu vois, politique, on est en plein politique à Prague. Et en même temps, avec Guerre et paix de Tolstoï, on est les intrigues de la politique russe aussi. La campagne de Napoléon. Historique. Ouais. Oui, la campagne de Napoléon, la campagne russe de Napoléon. Donc, je vous donne mon avis insoutenablement léger que ce livre est magnifique. Magnifique. L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, que j'adore particulièrement aussi. Il a des énoncés à couper le souffle. Quand il dit l'esprit du roman... Non, il est tchèque. Quand il dit l'esprit du roman est l'esprit de la complexité. Chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées qu'elles ne paraissent. Moi, j'ai adoré cette formule énoncée dans l'esprit du roman. Encore un livre de Kundera que nous vous recommandons. Johnny, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? Bon, je propose un dernier roman haïtien de Henri Quénol, Le désespoir des anges. Je suis toujours dans la conjoncture parce que c'est vraiment un roman sur les gangs
voilà, le contexte que voici. Voyez, le roman me permet de mieux appréhender ce système qu'est les gangs. Parce que ça commence déjà dans les années 2000, où les gangs de connivence avec les sbires des gouvernants s'installent dans les cités, imposent leur mode de vie, imposent leur mode opératoire, imposent leur système de vie. C'est un roman poignant aussi, avec beaucoup de sang, avec beaucoup de meurtres. Henri Quenol, c'est un ami personnel aussi, et ça, je le lui ai dit directement. Il te prend à la gorge, ce roman. Alors, en passant, j'ai proposé ce roman à un élève de l'institution Mix Florence et à Pétionville. Bon là, le directeur, monsieur Alexandre, si tu nous regardes, je te salue en direct. C'est aussi cette violence qu'il y a dans le roman. C'est parce que la dernière fois, à Quatre Chemins, on a eu une conférence avec Trouillot sur la littérature engagée. Et Trouillot a dit que on peut faire de la littérature à partir de tout. Voyez, et j'ai aimé cette phrase parce que l'auteur, Henri Quenol, pourquoi ce regard sur les gangs? Et je me dis, est-ce que nous sommes en train, en 2018, de vivre une certaine littérature désocialisée? Pourquoi pas une littérature, par exemple, sur l'ONU, sur le choléra, sur plein de choses qui bouleversent le monde. Moi, j'ai lu ce roman parce que ça traite d'un problème de taille et de fond dans la société haïtienne. Ouais, un roman d'actualité parce que nous sommes en 2004 avec ce roman, nous sommes avec les bandits, les chimères, les gangs armés qui se battaient déjà entre eux, puis contre la police. C'était une société, mais chimérisée en 2004. Ah, carrément. Tu penses qu'en 2018, ce roman fait encore date et peut aider à comprendre pourquoi il y a encore malheureusement des gangs armés qui opèrent ici? Oui, sans doute. Parce que ça n'a pas bougé d'un cran, à mon sens. Vous voyez, c'est le même système. C'est le même rapport entre les gangs, entre les gouvernants, des fois l'international. C'est vraiment le même système. Je crois que ce roman peut à la limite nous aider à saisir de ce système qu'est le gang ou bien le banditisme. Voici donc un roman bible pour comprendre comment malheureusement certains mécanismes de violence se mettent en œuvre dans la société haïtienne. C'est un roman d'Henri Quenol qui a pour titre Le désespoir des anges. Alors rapidement, un moment. On a l'habitude de prendre Henri Quenol seulement pour un gestionnaire, pas du tout. Il a fait des études comme moi en sciences sociales à l'école normale supérieure. Oui. Mais il a fait comptabilité aussi, finance et tout. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à le réduire comme un financier, quelqu'un qui a géré, qui a travaillé pendant longtemps pour une compagnie qui fait du rhum ici. Voilà, on va dire que ça. Je passe la parole maintenant à Béo Monto. La nuit qui tombe sur nos yeux, messieurs, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, j'aime bien quand Johnny, qui n'est pas Johnny Depp, qui n'est pas Johnny Hallyday, dit qu'il est dans la conjoncture. Et quand il parle de Quenol, je pense à l'Éternel Retour, cher à Nietzsche. Et le livre que je propose maintenant, c'est un livre de Nietzsche, justement, Le gai savoir, le soupçon, l'art du soupçon joyeux. C'est un livre qui a été très difficile pour moi de lire, parce que Nietzsche est difficile à lire terriblement. Quand tu rentres dans Nietzsche, par exemple, par son Zarathustra, tu as l'impression de n'être pas à la hauteur des cimes dans lesquelles t'emmène l'auteur. Si tu veux rentrer par la petite porte de l'autobiographie avec Ecce Homo, tu as l'impression d'être dans les zigzags d'un esprit bipolaire. Et il faut lire Nietzsche avec... tu commences à lire Nietzsche sans lire Nietzsche. Tu lis L'homme qui rit, par exemple, de Victor Hugo. Tu comprends un peu cette ambiguïté Apollon Dionysios. Tu lis par exemple le Coriolan de Shakespeare, où tu comprends un homme qui a toutes les qualités pour être au pouvoir, n'a pas les défauts pour la conquête du pouvoir. Tu comprends que Nietzsche, pourquoi il aime les hommes d'État, et tout en détestant l'essence machiavélienne de la politique. Tu regardes, tu veux comprendre le marteau nietzschéen, que le vrai n'est pas la valeur absolue, que le bien n'est pas intrinsèque et peut être refusé par caprice, et que le beau est un mensonge bourgeois. Tu regardes une série comme Game of Thrones ou True Detective ou L'Éternel Retour, tu regardes Un jour sans fin. Donc Le gai savoir, ça a été un livre que j'ai réussi à lire, et j'ai été très content de découvrir comme ça, où il dit à mort fati, que ceci soit désormais mon amour, je n'accuserai
point je n'accuserai même pas les accusateurs. Et qui saura nous chanter un chant du matin, un chant magnifique, un chant si ensoleillé, qu'il ne chasse pas les idées noires. C'est comme ça qu'il finit le Gai Savoir. Et Gai Savoir, c'est donc, pour le situer aux gens, c'est un recueil d'aphorismes déjà. Donc, à ce niveau-là, c'est facile à lire. Tu as des énoncés définitifs, énoncés. Ça, tu parles de humain trop humain. Oui, avec tout ça. Mais oui, humain trop humain, en effet. Oui. Mais le Gai Savoir, c'est aussi, ça casse tout ce que nous savons de la morale commune. Oui, la morale admise. C'est casser le nihilisme, c'est casser l'idéal ascétique. Et j'ai adoré réussir comme ça. À lire Nietzsche cette année, je pense que ça a été... Et c'est un livre que je recommande, même si c'est difficile, mais c'est pas impossible. Allez-y les mecs, la nuit est toujours dans nos bras, faut donc arrêter cette émission à un certain moment dans le scénario. Rappelle tes titres rapidement, le dit Johnny, pour le public. Alors, le premier titre, ça a été Le Monde de Sophie, de Jostein Gaarder, norvégien. Le second titre, c'est La Vengeance de Mama, de Frédéric Marcelin, auteur, romancier haïtien magnifique. Et puis le troisième titre, c'est de Henri Quénol, le désespoir des anges. Béo Monto, on y va. Moi, il y avait Basket de Jean-Claude Charles, et il y avait L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, et ensuite Le Gai Savoir de Nietzsche. Et enfin, s'il y avait une mention honorable, je dirais c'est un livre de comique Marvel, Scarlet Witch et Vision, qui m'a vraiment profondément marqué aussi cette année. Moi, je suis très comique, mais bon, c'est pas pour la provocation. Je suis tout simplement très comique. Je pense, bon, il ne faut pas dire je pense, comme le feu Rimbaud, puisqu'on est pensé, mais ça a été l'un des livres qui m'a beaucoup marqué aussi cette année. C'est une histoire de super-héros. Moi, je sais que tu adores les super-héros, en effet. Oui, mais en passant, comme il y a le temps qui fait son intéressant, mais il y a un livre, c'est de la littérature mauricienne que tu connais, et d'ailleurs... Non, mais c'est pas mon livre préféré que tu vas énoncer sur mon plateau. Personne ne parle d'elle, sinon moi. C'est vrai, pourquoi ne pas poser les questions à Angelo? F de ses décombres. Ce livre m'a pris de court cette année. F de ses décombres. Je n'autorise personne à parler de ce livre sur mon plateau. C'est mon livre préféré de toute ma vie. Je n'ai jamais lu un livre je vais racheter la production. Moi, je vais racheter la production. Bon, je te garde puisque je t'aime bien. Mais on est bien, délivrez-vous. Écoutez, messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation Délivrez-vous. Merci énormément au staff technique de la télévision. Vous ne les voyez pas, mais ils sont nombreux à se mobiliser pour que cette émission soit possible. Je vous rappelle que nous sommes dans la rue. Je vous rappelle qu'il y a la nuit dans nos bras. Je vous rappelle que si vous lisez, mesdames et messieurs, vous n'allez pas en mourir. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, que seule la lecture peut sauver votre vie. Écoutez, dites de temps en temps, gardons bonheur. Et dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.